Sous un ciel immense et vide, voici la Meseta. Vaste haut plateau mollement ondulé dont seul un bouquet de pins odorants où la ligne élancée d'une rangée de peupliers vient rompre la monotonie. C'est ainsi qu'apparaît aux yeux du voyageur ce rude pays castillan dont la rigueur est toute contenue dans le célèbre dicton « 9 mois d'hiver, 3 mois d'enfer ». De loin en loin, un chariot vide annonce l'approche de quelques maisons de pisé que ces hommes fiers baptisent pompeusement du nom de village. Là, sur l'aire commune d'où s'élèvent leurs chants âpres et graves, vous les verrez durant l'été tourner ainsi pendant des heures, battant le blé de leurs quelques arpents de terre cultivable comme le battait le père de leur père. Et le soir, lorsque vous croiserez les pas lents du berger communal, inchangé depuis la nuit des temps, vous vous croirez revenu des siècles en arrière, aux jours de gloire des grands blasons de Castille. Surtout célèbre de nos jours par ce portail plateresque illustrant le moindre dépliant touristique, la renommée de l'université dont le XVIe siècle connut l'apogée s'étendait également à son annexe des petites écoles aux charmants patios. De là, les tout jeunes seigneurs en pourpoint n'avaient que quelques pas à faire pour se recueillir sous les voûtes de la nouvelle cathédrale ou pour en admirer le tympan principal, dont l'adoration des mages et la présentation au temple rappellent eux aussi davantage la broderie que la sculpture sur pierre. À la même époque, la tour militaire du Clavero abritait de son ombre les fastes du palais archiépiscopal d'Alfonso de Fonseca, dont la cour offre des chapiteaux et des consoles d'un grand intérêt pour tout amateur de style plateresque. Mais la perle de Salamanque reste cette Casa de las Conchas, dont les fenêtres ouvragées et les grilles en fer forgé qui les abritent sont considérées comme les plus représentatives du gothique espagnol. Palais du docteur Maldonado, chevalier de Saint-Jacques, cette maison des coquilles dut, sous le règne d'Isabelle la catholique, protéger de l'Inquisition nombre de jolis minois sous la double galerie de son élégant patio. Car dans cette demeure où tout n'est que grâce, le grotesque même des gargouilles ne fait que mettre en valeur la fine dentelle minérale des balustrades et l'élégance fanée du vieux puits qui rêve à des splendeurs éteintes. Plus proche de nous, mais moins évocatrice, la Plaza Mayor est, paraît-il, la plus belle des places espagnoles. Imposant ensemble de style baroque, c'est des balcons de son hôtel de ville que les rois assistaient aux exploits des toréadors, aujourd'hui remplacés par une foule bruyante et gaie. Cœur vibrant de la cité, c'est sous ces arcades qu'il fait bon flâner le soir en cherchant dans les vitrines à souvenirs comme un écho de ses gloires d'antan. Dans l'ombre de l'aqueduc romain, trait d'union cyclopéen de 800 mètres reliant la Sierra Fuenfría aux rochers solitaires qui portent la cité, un entrelac de rues entrecoupées d'escaliers monte à l'assaut de cette ancienne résidence des rois de Castille. De cet âge d'or, nous trouvons aujourd'hui de pittoresques témoignages, tels cette Casa de los Picos dont les murs semblent tapissés d'éclats de diamants, ou cette maison des Mercado Peñalosa dont la façade aveuglée de soleil abrite la fraîcheur d'un ravissant patio. C'est aussi de ces dernières années du XVe siècle que date le fameux palais des marquis del Arco, plus tard offert par Philippe II au cardinal de Ségovie, et où le style plateresque des chapiteaux s'allie très heureusement au gothique plus sévère des grilles en fer forgé. Bien qu'également gothique, la jolie Casa de las Tordesillas possède toute la grâce de la Renaissance. En levant les yeux sur son balcon très ouvragé, on ne peut s'empêcher de penser aux aveux d'une Juliette ou d'un Roméo castillan. Couronnée de créneaux et de machicoulis, la tour des princes militaires d'Ajías d'Avila semble encore veiller sur la paroisse de San Martín. Typique de l'art roman ségovien, la galerie ceignant l'église sur 3 de ses côtés offrait jadis un endroit agréable et propice aux réunions du conseil municipal,
pendant les froids et lumineux hivers de la Meseta. De même qu'à Saint-Martin, les ruines de Saint-Jean des Chevaliers nous offrent le charme délicat de ses chapiteaux. Et son portail peint à la gloire des anges est certes plus touchant que la coupole et les clochetons de la cathédrale, imposante mais un peu lourde. Mais si la cathédrale et la Plaza Mayor furent témoins du couronnement de la grande Isabelle, c'est à son alcazar que Ségovie doit surtout son renom. Au-dessus des délicieux ombrages qui bordent l'Eresma, sa silhouette de château nordique se détache comme la proue d'une immense caravelle, voguant pour l'éternité vers d'autres horizons castillans. Tolède, cœur de l'Espagne dessiné par la gorge du Tage et dont les ponts d'Alcantara et de San Martín sont les artères qui l'alimentent. Cœur vibrant où reposent les ruines héroïques de l'Alcazar, dominé par les masses orgueilleuses de la cathédrale de San Juan, temple des rois catholiques. Tolède, carrefour de trois religions qui dialoguent au lieu de s'opposer, c'est aussi la porte de l'Orient qui s'ouvre devant l'homme du Nord étonné, lorsqu'il passe sous la double voûte de la Puerta de Bisagra. Qu'il soit peint comme ici ou ciselé dans la pierre comme sur la tour du pont San Martín, l'aigle bicéphale rappelle aux passants que Tolède fut longtemps cité impériale. Au lieu des arts et de la pensée, c'est dans ces murs que s'épanouit l'ascétique génie du Gréco. Et ces petits ânes roux ou gris, guidés par des paysans qui cachent une âme de Don Quichotte sous des airs de Sancho Panza, vous diront que les palais de Tolède furent aussi fréquentés par Cervantes. C'est d'ailleurs une citation du célèbre écrivain qui accueille le touriste arrivant à Tolède par la nouvelle porte de Bisagra. Longtemps prisonnier des barbaresques, sans doute une foule de cuisants souvenirs l'assaillait-il lorsqu'il passait près de l'église Mudéjar de Santiago del Harabal, où franchissait la trémoresque Puerta del Sol. Cette influence de l'islam, nous la retrouvons partout dans les dédales des ruelles, dont la pente et le dessin tortueux rappellent ceux d'un torrent. Ici, quelques porches où l'on s'attend à voir paraître un calife enturbané, mais l'étoile qui pend de la voûte nous dit que son propriétaire devait appartenir à l'élite hébraïque. Là, cette posada de la Hermandad, dont l'arc ogival encadre une fenêtre de minaret. Auberge chrétienne sans aucun doute, mais tout imprégné de ce style mudéjar obsédant comme le chant d'un ménestrel sur un fond sonore islamique. Plus loin, ce portail d'angle dont les croix et les festons dissimulent au regard la grille sarrasine qui garde les secrets du patio. Quel vizir fit donc ici graver dans l'ébène des poutres les traits de ses esclaves? Mudéjar est encore la tour de l'église Santo Tomé, qui nous ramène vers les quartiers commerçants où le criant modernisme des éboueurs frôle l'ancestrale charrette du boulanger. Lui aussi jadis importé par les morts, mais aujourd'hui art tolédan par excellence, le damasquinage offre au fil des multiples boutiques la chatoyante palette de ses orfèvreries. Pacotille et luxe se côtoient, mais le moindre objet souvenir pour touristes en mal de pesetas rappelle malgré tout ces fameuses épées dont la lame d'acier travaillé brille autant que la garde d'or. Derrière la devanture, l'artisan place son établi tout contre la vitre, comme le font les horlogers de chez nous. Sans se soucier des curieux, il manipule avec amour la feuille ou le fil d'or que son marteau précise incruste dans le fer bruni sans aucun dessin préalable. Travail d'artiste en vérité, comme le montre ce plat précieux dont la valeur atteint plus de 300 000 anciens francs. C'est au fil de ces vitrines où la tentation vous assaille que la Calle del Comercio conduit insensiblement vers la cathédrale, cette Capilla Mayor de Toledo. Siège du primat des Espagnes, elle apparaît ici comme une île nordique, une nef européenne grandiose, étrangère à l'âme véritable de cette Castille méridionale. Chrétienne qui ne connaît aucun ancêtre mort, seule la couleur de ses pierres rappelle que nous sommes dans ce pays aride où, dit-on, il n'y a que du vin pour lier le ciment.
Sous les hauts reliefs de gothique fleuri qu'éclaire une rosace à la française, le bois sombre des stalles et le marbre des mausolées de 100 rois connétables et cardinaux conjuguent leurs richesses. Mais la surcharge des rétables baroques et la pompe d'un trésor de Golconde ne font que mieux apprécier le calme et l'harmonieuse poésie du cloître où dorment des fresques de Bayeux. À l'ouest de la ville, un autre ventail, plus simple et plus discret, s'ouvre sur le temple de la troisième communauté tolédane. Avec les Maures et les chrétiens, les Juifs vivaient en bonne harmonie sous le règne de Mahomet. Ne possédant aucun style qui leur fût propre, ils se bornèrent à copier la mosquée de Cordoue lorsqu'ils bâtirent cette synagogue de Santa Maria la Blanca, dont les arcs outrepassés de ses 5 nefs reposent sur des chapiteaux finement travaillés. Mais l'or et l'acier des armes, le bois et la pierre des murs conservent au cœur du Tolédan la nostalgie des grands siècles enfuis. Dans l'ombre des palais, les enfants sont encore de preux chevaliers dont les palefroids de jadis sont les ânes roux d'aujourd'hui. Ces ânes qui rythment de leur queue les heures castillanes, le marchand de céramique ou le laitier ambulant les retrouve quand vient ce moment de paix où la fraîcheur tombe avec le soir. Bien que le soleil ajoute un reflet d'or au clocheton de San Juan de los Reyes, ce temple hautain dont Isabelle et Ferdinand les catholiques voulaient faire leur Saint-Denis n'est plus qu'un corps sans vie. En tentant de le détruire, la Révolution fit de Saint-Jean-des-Rois la Bastille espagnole. Sang des héros, ocre des cités, argile rouge des plateaux, couleur de ce pays dont Tolède est la synthèse, aussi vibrante que ce canterando qui monte de l'ombre, obsédant et rauque comme l'appel d'un muezzin.